bienvenue sur Bornibuzz. Nous continuons notre série d'interviews de médiateurs numériques et aujourd'hui nous sommes avec Éric Durand. Bonjour Éric. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, peut-être nous dire où est-ce que vous exercez, nous parler un peu de votre parcours et de ce que vous faites peut-être de façon assez concise avant de développer un peu plus tard. Donc Éric Durand, j'ai 48 ans, j'ai une formation comptable initialement. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans une grande entreprise américaine à Paris qui s'appelle Caterpillar Finance. J'ai été gestionnaire client grand compte. De Paris, j'ai déménagé à Lyon, puis je suis revenu à Paris, puis après j'ai redéménagé en Haute-Vienne, là où je venais de Paris, avant Paris, pardon. Et l'évolution de carrière et l'évolution surtout familiale ont fait que j'ai à un moment donné réorienté ma profession pour passer de comptable, on va dire, à médiateur numérique au sein du pays de Guéret. Donc Guéret étant en Creuse, j'y suis depuis plus de 10 ans maintenant, sur une activité de médiation numérique qui a évolué, puisqu'au début, à mon entrée au pays de Guéret, c'était de la médiation numérique en direct avec les bénéficiaires de ces ateliers de médiation. Et puis en 2015, avec Baptiste Ridou, mon collègue de l'époque, on est rentré à l'Agglo et on a ouvert la quincaillerie numérique, qui est un tiers-lieu en Creuse, multiple, dans lequel on va trouver un Fab Lab, un espace de coworking, un espace Media Lab, des salles de réunion, un espace public numérique et de la médiation numérique et différents ateliers aussi numériques. D'accord. Et Voilà. alors, vous êtes un peu passé rapidement dessus, mais comment vous êtes passé finalement d'un métier à l'autre? Comment vous êtes ouvert à la médiation numérique? C'est par des rencontres ou c'est un peu coïncidence? Ça a été une opportunité d'annonce de numérique et de médiation numérique, sachant que j'avais des contacts avec cette association et que quand ils ont eu écho de l'offre d'emploi, ils m'en ont parlé et j'ai postulé et j'ai été retenu. D'accord. Voilà. Le numérique étant quand même quelque chose qui personnellement est une passion depuis mon plus jeune âge, puisque j'ai commencé sur Atari à hacker des choses et que tout au long de ma vie, j'ai tout le temps eu un ordinateur avec l'évolution diverses et variées, Donc il y avait une console. sensibilité déjà à la base, effectivement. Oui, 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 oui. D'accord. Alors c'est une question que je pose à toutes les personnes qu'on interviewe dans le cadre de cette série, parce que c'est vrai que la médiation numérique, on commence à savoir un peu ce que c'est, mais tout le monde n'en a pas la même définition. Donc je voudrais savoir pour vous, peut-être en quelques phrases, comment vous définiriez la médiation numérique? Alors, je décompose déjà ces deux mots. La médiation, j'y reviendrai après. Le numérique, pour moi, il n'est pas unique, il est multiple. Donc, on devrait plutôt parler des numériques. Donc, il est multiple, il est varié. Donc, il touche forcément différents types de publics sur différents types d'usages par rapport à différents types d'outils et différents types de projets et différents types de finalités. Et puis forcément, le numérique évolue chaque jour. Il y a encore 15 ans, 20 ans de ça. Pour faire une mise à jour sur un Windows, on le faisait avec un CD. Puis est arrivé Internet, où là, Internet a chamboulé un petit peu ces mises à jour, mais également les modes d'emploi. J'en parlais encore ce matin en atelier. Une dame qui a eu son banquier qui lui a vendu un smartphone pour lui dire vous aurez l'application dessus. Cette pauvre dame débute sur smartphone, se retrouve avec ce joujou-là et a du mal à l'apprécier et le comprendre. Donc je lui ai expliqué que quand on achetait il y a encore quelques temps un appareil électroménager, il y avait un mode d'emploi à l'intérieur qu'on n'a plus aujourd'hui. On peut l'avoir, mais il faut aller sur Internet. Et quand on a un smartphone, on n'a pas forcément Internet.
Et quand on a un ordinateur, on n'a pas forcément Internet. Et éventuellement, même quand on a Internet, on ne sait pas forcément y accéder. Et quand on sait y accéder, c'est aussi qu'on a des zones blanches. Parce que là, je vous rassure, en Creuse, on est bien loti, etc., etc. Donc, il y a tout cet élément en amont de l'outil numérique qui est souvent oublié. Et la médiation numérique, c'est faire le lien entre le citoyen, l'humain, et le numérique en lui-même pour encore aller plus loin dans plus de choses après. Donc en fait, la médiation numérique, c'est aussi transférer notre façon de voir le numérique à la personne qu'on accompagne pour éventuellement la mettre en confiance comme nous, on va l'être, et pour que le sujet discuté soit bien transmis, bien compris, bien expliqué et compréhensible pour donner, donc ça c'est la finalité, du pouvoir d'agir et du pouvoir agir aux bénéficiaires qu'on accompagne. Ça évolue tout le temps et il y a toujours des nouvelles donnes, des nouvelles données, des nouvelles fonctionnalités. Dès qu'on a une mise à jour qui potentiellement chamboule notre Windows, qui n'était pas avec un accès direct sur Edge, mais qu'on nous impose Edge, et que on se perd un peu parce que c'est plus le même navigateur, et puis on avait des PDF sur lesquels on avait Acrobat et on n'a pas fait attention. Le PDF en question maintenant s'ouvre avec Edge. Ce sont des difficultés pour lesquelles nous, utilisateurs quotidiens, ce sont des choses qui sont habituelles et qui nous dérangent plus. Mais quand on considère ça pour un débutant, un grand débutant, c'est une vraie difficulté sur laquelle éventuellement la personne peut être tout de suite fragile à l'usage et donc fragile à aller sur l'outil. Et donc je pense que bien faire de la médiation numérique, c'est pas forcément bien apprendre à utiliser l'outil, mais c'est bien apprendre à la personne à prendre du recul, savoir lire et rester vigilante. Donc c'est la règle du RLV que j'aime bien définir, c'est recul, lecture, vigilance. Tout n'est pas cadré, tout n'est pas parfait. Au contraire, beaucoup de choses changent, beaucoup de choses évoluent, beaucoup de textes vont changer, d'icônes vont changer, de ci, ça vont changer. Sachez-le, apprenez-le et faites avec. Et ça, eh ben, c'est la médiation numérique qui va faire qu'elle puisse faire avec et comprendre toutes ces choses-là. Ça fait beaucoup de choses, effectivement. Alors, comme je vous le disais, on va discuter aussi un peu des actions que vous menez. Alors, pour cette interview, c'est plus focalisé sur la médiation numérique en lien avec le territoire. Donc, je sais notamment que vous intervenez auprès du département de la Creuse. Est-ce que vous pourriez peut-être me donner quelques exemples un peu marquants, représentatifs, peut-être deux, trois, des actions que vous menez auprès du département? Alors, c'est une mission que j'ai finie là en décembre 2020 et c'était une mission que j'avais engagée en juin 2019 avec mon poste à la Quincaillerie qui a été libéré pour une mise à disposition pour cette mission. Et là, je suis de retour à la Quincaillerie, donc je ne suis plus dans ce poste-là, mais je peux en parler. C'était une mission de coordination de l'inclusion numérique sur l'ensemble du département, en effet, avec le conseil départemental de la Creuse, pour notamment déployer les passes numériques. Alors, je vais faire un résumé tout simple en prenant un exemple que tout le monde connaît, que j'aime bien, que moi j'ai déjà expliqué. Ça peut faire défaut à certains, mais je l'aime bien. Le pass numérique, c'est le ticket restaurant, comme le principal porteur des passes numériques en France le définit lui-même. Mais si on prend l'exemple du ticket restaurant, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de paiement pour un repas que je vais prendre dans un restaurant. Ce restaurant, ce n'est pas le ticket restaurant qui me donne l'information qu'on y mange bien. Ce n'est pas le ticket restaurant qui va faire en sorte que je mange bien à une bonne table, avec des bons amis, en espace convivial,
en profitant bien du moment et en étant bien ressourcé pour revenir travailler. Donc, le ticket restaurant, si on prend le modèle pour Aptic, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que, pour bien déployer les passes numériques, que des lieux d'accueil soient bien organisés dans des temps définis, en ayant prévu d'accueillir les publics avec tout ce qu'il faut pour que le public soit bien ressourcé pour repartir travailler après chez lui à la maison ou au travail ou ailleurs. Donc ça a été tout ça la coordination, ça a été de pouvoir déployer des lieux, accompagner des médiateurs ou médiatrices numériques, faire en sorte que les prescripteurs orientent comme il faut les publics vers ces lieux. Donc c'est de la cartographie, c'est de l'information, c'est de la documentation, c'est du suivi, c'est faire le cuisinier d'un restaurant pour que tout se passe bien quand on va manger et que quand je sors, je sois en capacité de dire aux amis, aux copains, à la famille, aux voisins, je te conseille d'aller là-bas. Moi, j'ai appris plein de choses et fonce, vas-y. En plus, c'est financé, donc ça te coûte rien. C'est génial. Voilà. Donc, parce que en dehors de la communication que l'on a aujourd'hui, qui est numérique, si on considère que principalement la communication qu'on peut avoir aujourd'hui, qui est en grande partie numérique, elle n'est pas adaptée aux gens qui ont besoin de monter en compétences numériques. Oui, logiquement, oui. Il y a la radio ensuite, mais la radio, on ne touche pas tous les publics. Il y a la presse, mais la presse, on ne touche pas tous les publics. Il y a les affichages publicitaires, mais on ne touche pas tous les publics. Donc, par contre, il y a une communication qui peut très bien marcher et qui marche surtout dans la proximité, c'est le bouche à oreille. Donc, il est très important de considérer ça et de faire en sorte que les gens, quand ils sortent de ces ateliers, soient contents et donc en parlent autour d'eux. Et puis, les gens peuvent, au fur et à mesure, augmenter, sans oublier, pardon, bien entendu, les autres communications qu'on a pu faire et qu'on continue à faire sur les autres médias. Et maintenant que vous êtes arrivé à la fin de cette mission, vous n'êtes plus du tout impliqué auprès du département, c'est le département qui prend le relais pour s'occuper de ça. Au-delà de 18 mois, il fallait soit que j'ai une connaissance d'une suite, enfin j'ai une stabilité sur une suite de cette mission-là. Sinon, l'autre solution, c'était le retour à la quincaillerie. Et donc, le retour à la quincaillerie est dû au fait que je n'avais pas de stabilité sur la poursuite de cette mission-là. Donc, je suis revenu à la quincaillerie. D'accord. On peut peut-être aussi parler rapidement de quelques actions pareilles, un peu emblématiques que vous menez à la quincaillerie, sachant qu'effectivement, comme vous le dites, vous êtes dans un secteur particulier, la Creuse, donc vraiment quelque chose de rural avec des zones blanches. Donc j'imagine que forcément, par rapport aux autres médiateurs numériques qui sont plus dans des zones urbaines, vos missions ne sont pas les mêmes, votre approche doit forcément s'adapter à ça. Je ne pense pas qu'il y a une distinction à faire sur ce qui se fait. Il y a peut-être juste une distinction à faire sur la proximité et la densité de population par rapport à un territoire. Alors, les territoires sont divers. Ça peut être une ville, ça peut être une Comcom, ça peut être un département, ça peut être une région. Et donc, voilà, je pense qu'on fait ni plus ni moins les collègues et qu'on fait tous le maximum dans notre quotidien pour accueillir tous les publics. Nous, en tout cas, on a cette chose importante dans notre accueil des publics, c'est un accueil inconditionnel. On accueille tous les publics, sans aucune exception. On est toujours à l'écoute, toujours à l'accueil, toujours à la compréhension et toujours à l'accompagnement. Ça, c'est très important. Voilà. D'accord, c'est déjà, c'est déjà pas mal d'informations. Et pour rester un peu sur la question du territoire, c'est une question que je pose aussi à tous les médiateurs, c'est quels conseils justement, vous avez collaboré avec un département, donc c'est vrai que vous avez peut-être plus d'expérience à ce niveau-là, mais quels conseils vous donneriez au territoire, peu importe
l'échelle pour avoir une médiation numérique réussie? Quels sont un peu les ingrédients pour que ça marche? Le, le numérique pour un territoire, il peut être high-tech, et c'est souvent là-dessus qu'il est valorisé, mais il peut être aussi très bien low-tech. C'est-à-dire qu'il peut très bien être au-delà des grands principes de transformation numérique portés par des grandes zones urbaines. En ruralité, c'est pas du tout le même et il faut considérer les choses autrement. Hein, je vous disais, en Creuse, par exemple, sur un département de 120 000 habitants, avec un seuil de pauvreté très important, et puis un département le plus vieux d'Europe. Il faut quand même considérer ces choses-là en parallèle de la transformation numérique. Et quand, en cette période de confinement, on a parlé du click and connect, on n'y est pas, nous. En fait, en Creuse, nous, on n'y est pas. On n'a pas Uber en Creuse. On n'a pas Uber, on n'a pas toute cette démarche-là. Et ça, je le sais, mais quand moi j'en parle auprès de mes collègues, des représentants ou d'autres personnes, j'essaye quand même de m'adapter et de ne pas dire que c'est génial le numérique et que ça va tout transformer, ça va tout changer, ça va être exceptionnel. J'essaye simplement plutôt de passer le message en disant le numérique facilite. Il faut considérer le numérique comme un facilitateur. Donc nous, médiateurs numériques aussi, c'est ça, c'est-à-dire que là, je vends la médiation numérique dans ce principe-là, c'est que le médiateur numérique est aussi un facilitateur de la transformation numérique adaptée, et en tout cas soutenable et souhaitable, que l'on peut faire sur un territoire. Pour moi, je pense qu'un territoire, pour qu'il prenne en considération le numérique, il faut qu'il considère l'expérimentation et qu'il se dise, on va essayer. On ne va pas engager des grands budgets aujourd'hui. On va y aller mollo, on va y aller doucement, on va y aller de manière empirique. Et au fur et à mesure, on va voir ce qui est soutenable, souhaitable. Et ça peut fonctionner aussi bien sur du low-tech que sur du high-tech. Et en tout cas, le high-tech, on y arrivera quand on aura passé toutes ces phases de low-tech. Voilà. Oui, il ne faut pas vouloir aller trop vite, forcément, il faut passer par certaines étapes qui sont nécessaires. Il ne faut pas que le numérique devienne quelque chose d'obligatoire. Il faut qu'il devienne quelque chose d'utile et non pas obligatoire. C'est plutôt utile. Alors, est-ce que c'est utile? On ne sait pas. Il faut tester, voir. Et alors à ce moment-là, oui, peut-être, il deviendra obligatoire parce qu'il apporte des choses, il facilite des choses. Et c'est gagnant-gagnant. Alors justement, on reste un peu dans le domaine de la politique pour cette dernière question qui est un peu plus dans l'actualité. Le gouvernement a prévu de mettre en place 4000 postes de conseillers numériques justement pour aider dans l'inclusion numérique, rapprocher les Français qui sont éloignés du numérique. Qu'est-ce que, pour vous, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de ce dispositif? C'est une bonne question. Les avantages, c'est cette considération que le gouvernement a prise sur le fait que, en définitive, c'est pas en dématérialisant, en tout cas si c'est cette partie-là qui doit être considérée, mais pour la décision du gouvernement, ça a été un des éléments. C'est pas de tout dématérialiser que tout va bien fonctionner, parce qu'en définitive, il y a des gens qui n'ont pas la capacité à aller vers cette dématérialisation pour différentes raisons, qu'ils décrivent très bien dans l'AMI conseiller numérique. Donc l'avantage, c'est cette prise en considération réelle, effective, financière, structurelle, documentée, accompagnée par la l'ANCT aujourd'hui, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la mission société numérique. Et pardon si j'en oublie, mais voilà, il y a une considération par ce projet-là, cet AMI-là, cet appel à manifestation d'intérêt,
le mot intérêt. J'invite vraiment toutes les personnes qui seraient intéressées par ce sujet des conseillers numériques, de l'AMI, de la médiation numérique, en tout cas en ce qui concerne l'AMI, vraiment d'aller sur le site de ce sujet-là, conseillernumérique.fr, .gouv.fr, pardon, et de lire en détail l'AMI. Et vraiment lire en détail l'AMI. Je pense quelque part, moi-même, le premier, il y avait des éléments où j'avais entendu des choses, et en lisant l'AMI, c'est totalement l'inverse qui était écrit. Donc, il faut d'abord lire l'AMI pour ensuite pouvoir dire, oui, en fait, par exemple, sur les missions du conseiller numérique, il y a 2 jours encore, j'ai dû le relire avec l'animatrice concierge responsable du tiers-lieu où j'interviens à Bona, pour revoir le fait que ces conseillers numériques avaient des missions aussi pour accompagner les TPE. Donc on est quand même sur quelque chose qui est au-delà de la dématérialisation. Même dans les missions qui sont détaillées du conseiller numérique, il y a quand même des éléments qui sont au-delà de celui qui est lié à la dématérialisation. Je prends un sujet très simple, l'esprit critique, le recul, la vigilance sur les mails, etc., etc. Donc ça c'est ma première réponse par rapport à votre question. Oui. Le deuxième côté, c'est je ne crois que ce que je vois. Donc il va falloir attendre et voir ce qu'il en est réellement. Et voir comment ça va s'organiser réellement. Et c'est peut-être aussi de se dire c'est une expérimentation. C'est une expérimentation qu'il faut mettre en place. Elle est engagée, elle est financée, elle est très bien financée, elle est très bien accompagnée, je l'ai dit, je pense, je suppose. En tout cas, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est informé. Il faut l'expérimenter, mais j'aimerais bien qu'à un moment donné, il y ait ce truc-là, moi, que j'ai découvert en Fab Lab, c'est the proof of concept, la preuve du concept, c'est-à-dire qu'il y ait une documentation, un suivi, et une vraie écriture par livre blanc, par exemple, de la médiation numérique, qui a déjà été écrite à un moment donné, à une époque, sauf erreur de ma part, je crois que c'était entre 2012 et 2016, que l'on peut retrouver sur Movilab. Un premier livre blanc qui a été fait sur la médiation numérique. Je pense qu'il a besoin d'être mis à jour. Je pense qu'il a besoin d'être actualisé. Et je pense qu'il a besoin d'être régulièrement mis à jour et régulièrement et en continu à disposition de l'ensemble de la médiation numérique, de l'aidant numérique, de l'aidant connect, du conseiller numérique, de l'animateur multimédia, de l'animateur en bibliothèque, de l'animateur en Fab Lab, de tout le monde en fait, donc open source, accessible en système wiki ou en système libre d'accès. Donc l'AMI en question, pardon, je vais peut-être pas être très gentil, mais pour moi c'est un outil comme j'ai là une imprimante 3D, elle n'a pas de sens si elle n'est pas accompagnée dans son usage, si elle n'est pas documentée, si elle n'amène pas un projet, c'est-à-dire je peux imprimer plein de petits bibelots, mais si c'est que ça n'a pas de sens. Maintenant, ça peut amener des projets comme on l'a vu avec le réseau français des Fab Labs pendant le premier confinement, où il y a eu énormément de réalisations solidaires qui ont été faites. C'est ça qu'il faut considérer, c'est ça qu'il faut valoriser. C'est que nous, acteurs de terrain, on a aussi ce besoin à un moment donné de soutien qui ne sont pas liés à un outil, mais qui sont liés à tout ce qu'on en fait. Et là, l'outil AMI, il est très bien. Moi, perso, là, en l'état, je le trouve très bien. Maintenant, on en fait quoi? On l'amène où? Est-ce qu'il va durer que le mandat présidentiel d'aujourd'hui ou est-ce qu'il va être
suivi dans les prochains mandats. Est-ce que c'est donc un AMI lié à une politique ou est-ce que c'est un AMI lié à la politique en général? Donc voilà, j'ai rien contre l'AMI, non, franchement. Par contre, Plus des j'aimerais bien. questionnements que des inconvénients, on va dire. Comment? Vous avez plus des questionnements que des inconvénients. Oui. Ouais. Je veux être rassuré. Ok, très bien. Bah, écoutez, vraiment, merci beaucoup. Et puis, bah, bonne fin de semaine. Hein. Pareillement, bon week-end aussi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.